remarqué, évidemment, le biomimétisme, la bio-inspiration, ça consiste à s'inspirer du vivant. OK. Mais nous faisons partie du vivant, et donc la bio-inspiration, ça consiste aussi à être en capacité à s'inspirer des autres. Et donc très souvent, ça a été rappelé notamment par Claude Grison tout à l'heure sur l'autre plénière, le biomimétisme est une affaire de pluridisciplinarité, de capacité à hybrider les regards, les cultures, etc. Donc je suis très heureux, sous vos applaudissements, d'accueillir Cosima Dufour du groupe L'Oréal. Merci Cosima. Je vais vous laisser la scène dans une seconde parce que vous nous avez proposé cet échange, donc pas de slides cette fois-ci, c'est une discussion et qui sera peut-être un peu interactive avec vous, pour parler de pluridisciplinarité et d'une certaine manière d'intelligence collective. Comme vous le savez, le vivant collabore beaucoup et la biodiversité est productive, mais la biodiversité culturelle, académique, scientifique aussi. Donc merci beaucoup de nous proposer cet échange-là et je vous laisse appeler, et vous les inviterez à rejoindre Cosima sous vos applaudissements, je vous laisse appeler vos co-intervenants. Merci beaucoup Cosima. Merci Alain, bonjour à tous. Oui, alors je vais inviter Anne Mando à nous rejoindre. Elle est chef de projet chez Lucas Meyer, un fournisseur d'ingrédients cosmétiques. Alors ensuite, je vais proposer à Laurent Billon de nous rejoindre. Professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Bonjour Laurent. Nous avons également Sidney Rostand, qui est CEO et fondateur de Bioxégie. Et puis Jean-Michel Cheren, qui est CEO et cofondateur de Novobiome. Bonjour à tous les quatre. Et bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde autour de la thématique du biomimétisme et de la pluridisciplinarité. Je me présente rapidement. Je suis Cosima Dufour, chimiste de formation, mais biotechnologiste d'adoption, et puis surtout passionnée d'innovation. Je suis responsable scientifique et technique au sein de l'incubateur Green Sciences de l'ARI de L'Oréal. Notre mission est de révéler et d'accélérer le potentiel technologique de start-up innovant dans le domaine des Green Sciences. Nous les accompagnons pour transposer et positionner leurs innovations durables dans le domaine des applications cosmétiques. Et les technologies issues de l'approche biomimétique nous intéressent tout particulièrement. Et c'est dans ce cadre que nous avons l'année dernière commencé un projet de collaboration entre l'incubateur et Novobiome, représenté ici par Jean-Michel. Alors chez L'Oréal, le biomimétisme est une véritable approche transversale de notre process d'innovation. Nous avons initié cette démarche pour développer de nouveaux matériaux en lien avec nos grands défis techniques de l'ARI, tels que la protection UV, la couleur, la sensorialité et également les routines d'hygiène, et en particulier au regard des enjeux de la raréfaction de l'eau. Sans oublier le domaine très important du packaging, où nous avons pour l'ambition à horizon 2030 de diminuer de 20% l'intensité de nos packaging dans nos produits. Donc prendre la nature comme modèle rend indispensable, comme l'a dit Alain en introduction, de s'entourer de profils et de compétences très différents dès les premières phases de conception d'un projet. On va faire appel à des taxonomistes, à des designers, à des biologistes et des chimistes pour réfléchir ensemble à des modèles biologiques dans le cadre d'applications très particulières. Et pour certains projets spécifiques, on va également avoir besoin de sociologues, de concepteurs, d'architectes, de spécialistes de l'urbanisme, afin d'innover différemment, de concevoir en pensant à travers le vivant et en utilisant la nature, évidemment, tout en la protégeant. Donc pour résumer, nous avons chez L'Oréal la volonté de nous inspirer du vivant pour servir l'ensemble du cycle de vie de nos produits, de la production des matériaux et du packaging, aux routines de nos consommateurs, en passant par nos propres sites de production, nos usines, nos centrales de distribution, et notamment autour des problématiques de la gestion de l'eau et des déchets que nous générons. Donc vous le voyez, les enjeux environnementaux et les besoins d'innovation sont absolument partout, et c'est pourquoi nous poussons le biomimétisme à toutes les échelles de la chaîne de valeur de nos produits. Notre table ronde va commencer et, je l'espère, éclairer
sur ces différentes échelles et l'importance de la multidisciplinarité dans les activités de développement. Commençons en faisant un tour de table pour que chacun puisse se présenter et vous expliquer comment le biomimétisme s'intègre dans vos différentes organisations et dans vos process d'innovation. Jean-Michel, si tu veux commencer. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça fonctionne. Première chose, merci beaucoup déjà à Cosima et L'Oréal de nous avoir invités à cette table ronde. Je dis toujours, on est un peu Biomim Exposed, un moment important pour nous parce que le biomimétisme est vraiment au cœur même de ce qu'on fait et à la fondation de la société de Novobiome. C'était notre point de départ à moi et à Caroline. Nous sommes issus du monde du biomimétisme. Nous nous avons dit, ok, on va appliquer en fait les principes du biomimétisme. Essayons de développer des solutions pour accompagner vraiment une transition et aller vers de la régénération en impliquant finalement les processus du vivant. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on attaque différents enjeux. On attaque vraiment les questions de la dépollution. Comment est-ce qu'on peut travailler avec le vivant pour aller vers de la dépollution, mais aussi sur les enjeux du déchet. Et sur ces thématiques-là, nous, on s'est vraiment spécialisé sur le rôle des champignons et comment on peut exploiter en fait le potentiel des champignons pour aller vers pousser des systèmes de bioremédiation vers des traitements des pollutions très complexes, des contaminants qui sont récalcitrants, mais aussi regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ces mêmes enjeux-là dans les optiques de recyclage, de revalorisation de déchets, et de retransformer les déchets, un peu comme fait le vivant, donc d'extraire un maximum de valorisation du déchet par des voies biologiques. Donc on travaille sur le recyclage des déchets textiles, on a une belle collaboration ici avec L'Oréal, on travaille aussi sur une revalorisation de différents flux de matière pour retransformer ça dans des molécules de chimie verte qui peuvent soutenir et qui peuvent accompagner aussi une transition vers une chimie pétrosourcée, vers une chimie biobasée. Alors, au cœur de ce qu'on fait, je vais aller plus rapidement là-dessus, on passe beaucoup de temps sur comprendre le vivant. On a investi beaucoup de temps et d'argent sur comprendre comment fonctionne un organisme, comment vont fonctionner les champignons, comment est-ce qu'ils interagissent et comment est-ce qu'ils interagissent dans leur environnement. Donc on développe des outils de simulation, notamment sur la plateforme de bioremédiation, sur le champignon, mais aussi le microbiote du sol et comment est-ce que cela s'interagit ensemble et comment ceux-là sont capables finalement d'attaquer des polluants. Et donc c'est vraiment notre cœur de métier. Et alors on intègre vraiment le biomimétisme à différents niveaux. Donc je parle de la première chose, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le vivant, mais aussi comment on construit des solutions qui sont régénératives. Donc ça s'insère dans une logique aussi de business model, d'intégration, de partenariat. Et donc c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui, sur la multidisciplinarité, c'est vraiment ce que Alain a mentionné à l'introduction, c'est quelque chose qui est clé quand on veut pousser ces processus-là. Et je pense qu'on s'attardera un peu plus après sur vraiment la spécificité de la multidisciplinarité. Donc très rapidement, nous au Bio, on est spécialisé sur les biotechnologies fongiques pour des applications environnementales. Merci Jean-Michel. Anne, vous voulez également nous dire quelques mots sur comment ça se passe chez Lucas Meyer? Oui, donc bonjour, Anne Mando, je suis chef de projet chez Lucas Meyer Cosmetics, qui est une société qui développe des ingrédients pour la cosmétique, des ingrédients actifs et des ingrédients fonctionnels qui font le corps de la formule. Donc en effet, quand on parle biomimétisme, c'est quand même une manière de s'inspirer du vivant pour innover durablement. Donc c'est très naturellement qu'en cosmétique, on s'intéresse à cette manière de fonctionner. S'inspirer du vivant, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et notamment, on travaille sur l'homme, on travaille sur la protection de sa peau, ses cheveux. On va chercher à améliorer son hygiène. On va travailler sur les textures des formules. Donc, dans tous ces cas, évidemment, le vivant est une source d'inspiration très importante. On peut s'inspirer d'organismes vivants autres, mais l'homme a déjà, même s'il est très récent dans le cycle de l'évolution, il a déjà développé des systèmes de défense face à son environnement qui sont très efficaces. Mais dans certains cas, on va dire dans certains cas de stress, de pollution intense, de conditions environnementales très sévères, ces défenses, ou avec l'âge, ces défenses peuvent s'affaiblir. Et donc, dans la nature, on sait que de nombreux organismes vivants vont être confrontés aux mêmes problématiques. Et donc, on va pouvoir s'inspirer de tous ces organismes pour aller renforcer nos propres défenses, notre peau, nos cheveux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et aussi, quand on parle, comme disait Cosima, la cosmétique, c'est pas seulement
l'effet final, on va dire, sur l'homme. Il y a aussi la fabrication du produit, il y a aussi la formule, il y a le packaging, il y a l'usage, il y a la fin de vie. Donc dans tous ces cas-là, le biomimétisme est une source d'inspiration hyper importante pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, on a créé un groupe interne pour travailler spécifiquement sur le biomimétisme, un groupe pluridisciplinaire qui fait appel à différentes expertises dans la société. On a déjà beaucoup d'expertises différentes au sein de Lucas Meyer. Et ensuite, on travaille également sur des projets qui font appel à des collaborations extérieures, car le biomimétisme aussi nous pousse à aller chercher des compétences qu'on n'utilise pas d'habitude en cosmétique. On utilise pourtant bien la chimie, la biochimie, la biologie évidemment, la physique, mais c'est ça qui est passionnant aussi avec le biomimétisme, c'est qu'on va chercher des expertises complètement différentes auxquelles on ne penserait pas naturellement. Voilà, et qu'est-ce que je rajoute d'autre? Oui, on travaille aussi, depuis le début, on est au sein du groupe Cosmimétique, auquel L'Oréal fait partie également. Donc ça, c'est un groupe qui a été créé et qui est animé par le CIBIOS, où il y a plusieurs acteurs du secteur de la cosmétique qui se rassemblent pour monter en compétence sur le biomimétisme et pour également redéfinir un petit peu la spécificité et les opportunités que peuvent offrir le biomimétisme en cosmétique pour aussi enclencher la transformation responsable et durable qu'on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Voilà. Merci Anne. Laurent, alors comment ça se passe du côté académique et puis vous êtes également entrepreneur, vous allez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont le biomimétisme est intégré? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que comme j'ai été présenté par Cosima, je suis professeur d'université. Donc professeur, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un volet enseignement et un volet recherche. Et pour nous, en tant qu'académique, la recherche, elle ne se limite pas qu'à l'académie. C'est-à-dire que bien évidemment, on est là pour développer de la science fondamentale, des connaissances fondamentales. Et donc le biomimétisme, comme ça a été présenté, c'est une approche transdisciplinaire. Donc même si moi, j'ai pour vocation d'enseigner la chimie. J'essaye de développer la chimie, de la faire ruisseler vers la biologie ou vers la physique et d'amener une approche un petit peu multidisciplinaire sur cette science fondamentale ou cette recherche fondamentale. Donc ça, je dirais, c'est le cœur de l'activité. Et cette recherche fondamentale, en fait, elle sert à la recherche plutôt la recherche partenariale. Donc, c'est-à-dire que cette recherche fondamentale, cette connaissance, elle permet d'alimenter l'innovation à travers la recherche partenariale avec des acteurs industriels qui sont impliqués dans le biomimétisme depuis certaines années. Et en fait, cette recherche partenariale, pour nous, en tant qu'académiques, elle a 2 volets. Un premier volet qui est, on est interpellé par des acteurs industriels qui arrivent avec une idée d'un modèle biologique et qui nous sollicitent de manière à voir si, à partir de ces connaissances fondamentales qu'on a pu développer, on est capable de reproduire, de mimer cette fonctionnalité biologique qui est intéressante pour leurs applications ou pour l'innovation. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on est sollicité. Ça veut dire que la recherche du modèle biologique, elle a déjà été faite par ailleurs et donc elle a été faite la plupart du temps grâce à des organismes qui ont cette vision de la méthodologie qui permet d'aller extraire du système vivant, des mondes vivants, des fonctionnalités issues de systèmes biologiques. Et ensuite, on peut avoir aussi quelquefois une sollicitation où on doit, je veux dire, partir d'une feuille blanche, on doit aller chercher de notre côté quel est le modèle biologique qui pourrait avoir les fonctionnalités qui permettent de répondre aux attentes de l'industriel. Donc c'est ça, cette richesse-là du lien entre la recherche académique et la recherche partenariale qui est très intéressante et très valorisante dans le cadre de la fonction d'enseignant-chercheur. Et surtout, ensuite, il y a un volet de transfert et de valorisation, parce que lorsque la recherche académique, elle reste dans les tiroirs, même s'il peut y avoir des relations avec des partenaires industriels, comme je viens de décrire, ce qui est aussi pertinent, c'est qu'à un moment donné, la société puisse en profiter. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut aller vers l'innovation, le transfert, la valorisation, à travers des prises de brevets. Et puis, comme ça a été mentionné, quelquefois, on est enseignant-chercheur et on est aussi trouveur, ça nous arrive. Et donc, cette recherche-là nous permet de générer des spin-offs,
donc qui sont issus de l'activité des universités, et donc de créer des startups. Et ça aussi, ça fait partie de l'activité au quotidien, d'avoir ce lien entre la recherche académique jusqu'à la création de startups. Et donc ça, c'était sur le volet chercheur. Et puis, il y a le volet enseignement, qui est pour moi un volet très, très important. Et je pense que c'est là où il faut développer des choses. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, en 2020, à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, on a décidé de créer un master sur les matériaux bio-inspirés, qui a pris quelques temps pour être créé, parce qu'en fait, l'enseignement en France est un enseignement par silo. Donc, c'est-à-dire que vous avez des masters en chimie, vous avez des masters en physique, vous avez des masters en mathématiques, mais c'est très difficile d'avoir des masters qui puissent regrouper des enseignements un petit peu multidisciplinaires, dans lesquels on va retrouver un petit peu tous les aspects. Et donc ce master sur les matériaux bio-inspirés, il regroupe des enseignements en biologie, en chimie, en physique. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de former les étudiants à la méthodologie du biomimétisme. Et donc pour ça, on fait intervenir des acteurs extérieurs, comme l'Institut des futurs souhaitables ou comme le CIBIOS, qui vont venir accompagner, entraîner les étudiants à la méthodologie à travers des problématiques, des projets. Et en ça, la formation, pour moi, est quelque chose de très important, de former les futures générations qui n'ont pas encore été, entre guillemets, j'allais dire, pollués ou perturbés par des formations, et donc de les accompagner et de les former à ce type de méthodologie. Et donc l'aspect multidisciplinaire, il est primordial pour aller vers le biomimétisme. Merci Laurent. Alors on a parlé de transfert, d'application, donc ça nous mène tout naturellement vers Sydney. Pouvez-vous nous en dire plus sur Bioxégie et le biomimétisme, qui est votre pierre angulaire? Donc bonjour, je m'appelle Sydney, je suis le fondateur et PDG de Bioxégie. Bioxégie fait partie des spécialistes internationaux du biomimétisme appliqué. Notre rôle, il consiste à travailler en fait avec des grands acteurs industriels. D'ailleurs, je vois au moins 2 clients dans la salle et j'espère un futur client bientôt. Notre rôle, ça consiste en fait à répondre à leurs challenges, des challenges techniques qu'ils vont nous soumettre, du coup de faire après du biomimétisme. Donc concrètement, d'aller trouver des modèles biologiques, ce qu'on appelle des systèmes biologiques de référence, de comprendre comment ça peut être appliqué sur des technologies, et puis après, et ça c'est très important, de co-développer des technologies. Je pense que la particularité de Bioxégie, elle vient aussi de son histoire. Je suis personnellement issu de la recherche et développement chez Porsche, donc dans le domaine automobile, avec des applications très concrètes, très industrielles. Et quand je me suis intéressé au domaine du biomimétisme il y a bientôt 7 ans et demi, j'ai rapidement compris qu'en fait, oui, vous avez une vraie promesse. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a certains d'entre vous qui sont ici dans la salle. On en entend parler dans les médias, on trouve que c'est curieux. Évidemment, le biomimétisme, c'est magique. Mais force est de constater, et c'est encore le cas maintenant, il faut se le dire, que le biomimétisme est très loin de trouver une application concrète, pleine et entière, et d'être utilisé en fait à son plein potentiel dans toutes les industries. D'ailleurs, vous le verrez quand vous allez voir les exposants. La plupart des exposants, c'est des acteurs de la cosmétique, dermocosmétique ou des acteurs de l'architecture. Vous n'allez pas voir des Airbus, des Thales, vous n'allez pas voir des Renault, vous n'allez pas voir peut-être qu'ils sont là Renault, mais vous n'allez pas voir la plupart des industriels français ou européens. Et ça, c'est très important, c'est que finalement, il y a besoin d'acteurs, je pense, qui maîtrisent en fait finalement cette pluridisciplinarité technique, ingénieurale, évidemment aussi biologique, et qui sont capables aussi derrière ça de monter des vrais projets industriels dans la durée. Donc voilà un petit peu la mission de Bioxégie. Merci Sydney, merci à tous les 4 de nous avoir expliqué à travers des exemples très concrets la manière dont le biomimétisme s'intègre dans vos organisations et puis vos process d'innovation. Alors je suis très heureuse parce que vous représentez tous les 4 finalement des univers professionnels très différents, très variés, et vous avez témoigné d'une grande diversité d'approches biomimétiques dans vos différents métiers. Donc ça nous mène, et on a déjà commencé à l'évoquer, ça nous mène tout naturellement vers la question de la pluridisciplinarité dans le biomimétisme. Donc Sydney, par exemple, pour vous, biomimétisme et pluridisciplinarité, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, on en avait parlé quand on a préparé cette table ronde. Je vais avoir un regard peut-être un tout petit peu provocateur là-dessus. Je m'excuse par avance. Pour moi, en fait, la question de la pluridisciplinarité est un non-débat. Et c'est pourtant on en débat, donc peut-être que j'ai tort là-dessus, mais c'est un non-débat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de problème de pluridisciplinarité dans le biomimétisme. Vous savez, moi je suis issu, je l'ai dit juste avant, je suis issu de la recherche et développement chez Porsche.
Chez Porsche, ils n'ont pas attendu le biomimétisme pour faire de la pluridisciplinarité. On travaillait dans les avant-projets, il y avait des gens du marketing, des gens du design, il y avait des gens des finances, il y avait évidemment le développement technologique. Vous aviez déjà en fait des panoplies de pluridisciplinarité. Donc en fait, pour moi, la pluridisciplinarité n'est pas propre au biomimétisme, et d'ailleurs j'irai même plus loin, c'est que le problème de pluridisciplinarité a été utilisé comme une excuse pour expliquer aussi l'inertie de développement du biomimétisme. Alors, je l'ai dit, je suis un peu provocateur là-dessus. Néanmoins, je vais un peu nuancer mon propos. Évidemment qu'il faut de la pluridisciplinarité, mais comme n'importe quelle autre méthode de recherche et développement, pour bien réussir le biomimétisme. Et il y a effectivement une dimension supplémentaire qui n'existe pas par ailleurs, et ça je pense effectivement que c'est la spécificité du biomimétisme, c'est qu'il faut mettre toutes les disciplines conventionnelles autour de la table, donc de l'ingénierie dans la chimie, dans la physico-chimie, dans l'optique, dans la thermique, etc., avec une dimension supplémentaire qui est effectivement la biologie. Et ça, effectivement, quand vous mettez des ingénieurs en face de réalité biologique, là, ça pose problème. Hier, j'étais avec le grand patron de la R&D de chez Thales, Bernard Kend, Thales qui est un client de Bioxégie. Et donc, bon, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille avec eux, ils sont quand même habitués, mais c'était la première fois qu'on allait vraiment au niveau corporate. Et en fait, ce monsieur, je voyais très bien que quand on essayait de convaincre du bien fondé du biomimétisme, c'est-à-dire en quoi le biomimétisme peut être utile, par exemple, pour la compatibilité électromagnétique, en quoi le biomimétisme peut être efficace pour mieux dissiper de l'énergie, de la chaleur, dans de l'électronique embarquée. Ben, en fait, le lien avec la biologie, le lien avec la sophistication du vivant, il est tout à fait loin d'être évident. Et donc, effectivement, il faut des disciplines particulières qui soient capables de convaincre de la sophistication du côté très performant de la nature et aussi du côté durable. Et ça, c'est là où effectivement je vois une dimension supplémentaire. Mais voilà, par ailleurs, je ne trouve pas que ce soit un point particulier, un verrou particulier du biomimétisme. On en parlera et je pense que mes confrères ici vont aussi développer cette idée. Il y a une chose effectivement qui est positive avec le biomimétisme, alors qui se voit de manière historique dans la cosmétique, mais parce que vous êtes habitué au monde du végétal, au monde du vivant, à la peau humaine, etc. Donc c'est peut-être plus naturel pour vous d'aller vers là. Mais effectivement, ça vient regrouper des compétences qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc je pense que voilà, il y a quand même une petite dimension supplémentaire dans le biomimétisme. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En effet, en cosmétique, on fait de la pluridisciplinarité depuis longtemps, même avant de parler biomimétisme, et les chimistes ont l'habitude de parler avec les biologistes, et encore une fois, on s'intéresse à notre modèle final, c'est un animal, c'est l'homme. Donc, en effet, et on travaille aussi avec le marketing, avec des designers, etc. Donc, on n'a pas non plus attendu de parler de biomimétisme pour travailler en équipe pluridisciplinaire, mais en effet, on a quand même, depuis qu'on met en place cette méthodologie-là, cette mode de réflexion, cette philosophie qu'est le biomimétisme, on est quand même allé un cran plus loin dans la compréhension de certains mécanismes. On arrête de faire du criblage à l'aveugle, on va essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe dans la nature pour répondre aux problématiques auxquelles on fait face. Et dans chaque étape de la méthodologie du biomimétisme, donc l'identification de notre problématique, on va se mettre autour de la table déjà à plusieurs expertises, alors que d'habitude, je veux dire que les expertises différentes, elles arrivaient les unes après les autres. Là, c'est très intéressant de les avoir dès le début, tous ensemble autour de la table pour bien comprendre notre problématique, pour aller chercher des modèles biologiques pertinents, pour aller identifier les fonctions qui vont permettre de répondre à notre problématique, pour la transposition aussi derrière. Et là, on va chercher des expertises à l'extérieur aussi, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Et c'est en ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui nous passionne le plus et qui nous fait lever le matin et qui fait que vous êtes là aussi aujourd'hui, je pense. C'est d'essayer de mieux comprendre le vivant, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et voilà, mais après je peux vous donner peut-être 2 exemples. Un exemple, on va dire, un peu facile de développement biomimétique, parce qu'ils ont fait appel à des expertises qu'on a l'habitude de travailler en cosmétique, et un autre, où je vous en parlerai peut-être un peu moins parce qu'il est en cours, mais qui va faire appel à beaucoup plus d'expertise,
pu aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire en cosmétique. Donc le premier, c'est il y a quelques années, on cherchait à développer un hydratant pour protéger la peau de tout un tas de situations, soleil, bain de mer, âge, etc., comme je disais tout à l'heure, qui fait qu'on peut observer un dessèchement de la peau, et on ne voulait pas ni un produit qui faisait une barrière sur la peau, ni un émollient qui allait capter les molécules d'eau, comme on voyait beaucoup sur le marché. On voulait vraiment aller s'attaquer à la cellule et à son système de défense et à son intégrité. Et donc on a regardé un petit peu dans la nature ce qui se faisait, et évidemment, naturellement, on s'intéresse à la biologie végétale, et on se dit, bon, comment les plantes se protègent face à un stress hydrique. Donc elles ont plusieurs stratégies. La première, c'est l'esquive. Face à un stress hydrique, elles vont fleurir plus rapidement, elles vont se reproduire avant d'être complètement desséchées. Il y a une autre stratégie qui est l'évitement. Elles vont avoir des feuilles plus petites pour éviter l'évaporation d'eau, des racines plus grandes pour aller chercher l'eau plus en profondeur. Une troisième stratégie, c'est la tolérance. Elles vont développer des systèmes qui vont permettre de conserver l'eau à l'intérieur de leurs cellules par la synthèse d'osmolytes. Et ça, c'est un système de défense qui est aussi déployé par les cellules humaines. Donc ça nous a particulièrement intéressés. Ça a été le point de départ de notre réflexion. Et donc on a voulu s'intéresser vraiment à cette synthèse d'osmolytes dans nos cellules. On a travaillé pour ça avec l'université à Manchester, qui était spécialiste de ce système de défense dans les cellules humaines, et qui nous a permis aussi de montrer le volume, qui avait développé des modèles qui nous permettaient de voir le volume cellulaire dans le temps en vidéo. C'était très intéressant. Donc on a développé un extrait d'hibiscus qui était cultivé par nos collègues en Australie, donc dans un climat chaud et sec. Et donc cet hibiscus contenait de nombreux osmolytes, et en plus il était cultivé à proximité de l'usine d'extraction pour éviter évidemment un bilan carbone trop important. Et on a démontré donc que cet extrait permettait d'augmenter la synthèse d'osmolytes et de leurs récepteurs dans nos cellules, et permettait de conserver l'intégrité de nos cellules en cas de stress hydrique. Et on l'a montré également après en clinique chez des nageurs de haut niveau qui étaient sans arrêt en contact avec de l'eau chlorée, qui prenaient plusieurs douches par jour, et on a montré une protection de leur peau versus placebo. Et également on a fait une autre étude dans un savon où on montrait vraiment un effet contre le dessèchement dû au tensioactif. Donc là, ça c'était un exemple qui a fait appel à de la biologie végétale, qui a fait appel aussi à de la biologie humaine, et on a mis en contact toutes ces expertises-là, mais c'était entre guillemets des expertises que l'on connaissait déjà un peu dans le monde de la cosmétique. Et là, on travaille au sein de notre groupe de travail interne à un autre projet qui est beaucoup plus ambitieux, on va dire, qui là... on a dû appliquer vraiment toute la méthodologie du biomimétisme, donc on s'est aidé de biomiméticiens, donc c'est en ça que c'est important aussi l'éducation, la formation des étudiants à ce métier-là, parce que c'est quelque chose de un peu nouveau, d'aller chercher ces expertises un peu pluridisciplinaires. Et donc là, on va rechercher un produit, un ingrédient de rupture, et là, ça faisait plusieurs années qu'on cherchait par nos moyens traditionnels, et là, seul le biomimétisme va pouvoir nous aider à franchir ce cap, j'espère. Mais pour l'instant, les résultats sont très innovants, très encourageants, donc j'espère vous en parler plus l'année prochaine. Et voilà, donc, un exemple. Merci Anne. Alors, Laurent, vous avez créé une boîte à outils d'innovation à travers ce master des matériaux bio-inspirés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la pluridisciplinarité? Vous commenciez à en parler un petit peu tout à l'heure déjà. Oui, comme j'ai mentionné, la pluridisciplinarité, elle est bien évidemment une approche intéressante pour le biomimétisme, mais je crois que ça a été dit, ce qui est important dans le biomimétisme, c'est bio. Et donc c'est pour repositionner le vivant, repositionner la biologie comme étant au cœur
comme étant l'alpha, l'oméga, mais étant le fil conducteur de toute l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui est la nouveauté, je dirais, apportée dans la multidisciplinarité à travers le biomimétisme ou le biomimétisme à travers la multidisciplinarité. C'est de recentrer la position de la biologie. Alors, nous, il y a quelques années de ça, on a commencé, alors moi je suis issu des sciences et techniques, et donc il y a quelques années de ça, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle, donc c'est-à-dire mimer le fonctionnement des feuilles quant à leur capacité à capter l'énergie du soleil et à la transformer en énergie. Alors je ne sais pas si dans l'auditoire vous vous souvenez de vos cours de collège ou de licence sur la photosynthèse, et la plupart du temps, lorsqu'on questionne les gens, la photosynthèse c'est la production d'oxygène, ça nous sert à respirer. Oui, très bien, moitié de la question. L'autre moitié de la question, c'est que la photosynthèse, ça sert à produire des sucres. Et les sucres, c'est la forme de stockage de toute l'énergie du vivant. Sans photosynthèse, vous ne respirez pas, mais vous ne mangez pas. Donc les végétaux sont la base de toute l'énergie du stockage de l'énergie du soleil. Donc le vivant a choisi de stocker l'énergie du soleil sous une forme qu'on appelle moléculaire, c'est-à-dire grâce à des liaisons chimiques en faisant de la chimie. Et donc nous on s'est intéressé à ça et on a commencé à travailler sur des dispositifs pour essayer de reproduire cette photosynthèse artificielle. Et on a essayé de pousser un petit peu plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait intervenir des ingénieurs, on fait intervenir des chimistes, des physiciens, comme je l'ai dit, des designers pour designer ce qu'on appelle des électrolyseurs. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller un petit peu plus loin dans cette approche-là de la photosynthèse artificielle et de se dire, voilà, si on pousse le concept de cette feuille artificielle à l'échelle d'une maison, donc votre maison serait une feuille artificielle qui serait capable de capter cette énergie du soleil, que vous faites déjà si vous avez des panneaux photovoltaïques, mais de stocker cette énergie non pas sous la forme électrique que vous réinjectez dans le réseau, mais de la garder pour votre autoconsommation. Et ensuite, le surplus énergétique que vous pourriez avoir, vous pourriez le transformer en un vecteur énergétique qu'on appelle l'hydrogène, par exemple, et cet hydrogène, mais ensuite la redistribuer, la vendre, la partager avec une approche bio-inspirée, biomimétique, comme le vivant le fait. Qu'est-ce qui se passe dans un arbre? Une feuille, c'est une usine de production d'un carburant solaire qui est le sucre, qui est l'oxygène. Et ce sucre, ensuite, il est distribué à travers un écosystème qui sont les brindilles, les branches, le tronc, et même entre ces écosystèmes, entre les écosystèmes arbres, c'est partagé grâce à des mycéliums qui permettent d'avoir des échanges, grâce aux racines et avec le mycélium, d'avoir des échanges d'énergie via des molécules. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas pousser ce concept de photosynthèse artificielle à l'échelle d'un territoire? Un territoire étant un arbre, un écosystème. Le tronc, c'est l'autoroute. Les branches, ce sont les routes qui permettent de traverser, d'échanger socialement, économiquement à travers le territoire. Et les usines de production, les feuilles, c'est votre maison, c'est votre quartier, c'est une exploitation agricole sur un territoire qui n'a pas la chance d'avoir un réseau de distribution de gaz, par exemple. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de pousser la multidisciplinarité vers, je dirais, un autre versant qui sont les sciences sociales et les humaines. C'est-à-dire qu'on doit aller voir des géographes pour savoir comment on peut distribuer ces énergies à travers le territoire. On doit aller voir des urbanistes pour voir quels sont les dispositifs que l'on doit créer. On doit aller voir des sociologues en termes d'acceptabilité au niveau du territoire. Est-ce que vous accepteriez d'avoir un électrolyseur chez vous pour produire de l'hydrogène, pour ensuite produire de l'électricité, remplir votre voiture à hydrogène, pourquoi pas, ou votre tracteur, n'importe. Et puis, derrière ça, ça veut dire qu'il faut aller voir aussi des juristes, parce que ça n'existe pas. À l'heure actuelle, en France, quand vous produisez de l'énergie, la seule possibilité que vous avez, les deux seules possibilités que vous avez, c'est d'autoconsommer ou de réinjecter dans le réseau. Mais vous ne pouvez pas vous positionner comme étant un vendeur d'électricité, avec un autre partenaire qui serait votre voisin. Et donc ça peut être intéressant à l'échelle de systèmes territoriaux, qui sont des systèmes dans lesquels l'habitat, les exploitations agricoles, l'industrie est très dispersée sur le territoire, de repenser un système d'exploitation, de production délocalisée de l'énergie, mais aussi de distribution délocalisée de l'énergie. Et donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des nouveaux concepts basé sur le fonctionnement des échanges et de solidarité qu'il existe au niveau des arbres et donc des écosystèmes forestiers, et de voir si on ne peut pas essayer d'extrapoler ça à des systèmes énergétiques un petit peu nouveaux qui seraient à l'échelle des territoires ou de quartiers, ou de l'échelle de quartier. Donc ça, c'est des concepts qui montrent bien qu'en fait, la multidisciplinarité, lorsqu'on veut aller vers le biomimétisme, bien évidemment, il y a des aspects sciences et techniques, comme j'ai mentionné, les différentes, ce qu'on appelle les sciences dures ou les sciences asociales. Et puis après, il y a les sciences molles, qu'on peut appeler les sciences sociales. Et donc ça aussi, je pense que l'intérêt du biomimétisme, c'est de pouvoir faire cette jonction entre ces deux
type de science. Merci Laurent et merci à tous les quatre pour vos retours d'expérience très riches sur cette thématique de la pluridisciplinarité. Vos points de vue sont très intéressants, parfois divergents, complémentaires, on va dire. Néanmoins, vous semblez tous d'accord sur 4 points, essentiellement. Le premier, c'est que le biomimétisme est un formidable catalyseur de créativité et d'innovation qui nécessite le décloisonnement et l'intégration dès le départ et à chaque niveau de l'innovation de l'ensemble des acteurs clés, souvent issus de champs disciplinaires très variés. Anne, vous évoquiez vraiment la concomitance de faire intervenir ces disciplines, c'est très important dès le départ de l'élaboration d'un projet. Et puis, toutes ces disciplines vont devoir parler un langage commun. C'est peut-être aussi la difficulté de l'exercice et de l'approche biomimétique, de pouvoir parler un langage commun pour pouvoir finalement répondre à un objectif commun. Deuxièmement, le biomimétisme est une façon de travailler nouvelle, dans le sens où la pluridisciplinarité dès l'amont n'est pas une évidence, du moins dans les grands groupes. Nous avons vu que tout dépend de l'écosystème concerné et également de la maturité de cet écosystème. Ensuite, vous êtes également d'accord sur le fait qu'il y a une véritable nécessité de développer des formations multidisciplinaires qui apportent des boîtes à outils et permettent de comprendre les fonctions biologiques du vivant. Et enfin, en même temps, à l'autre bout de la chaîne de cette innovation, qui est à la fois durable, intelligente, résiliente, adaptée et compétitive, on sait que la transposition industrielle et le délivrable applicatif sont compliqués. Donc, le côté ingénierie pour le changement d'échelle est absolument clé. Avant de clôturer cette table ronde, est-ce que vous souhaitez, tous les quatre, apporter un dernier témoignage ou donner un dernier message au public? Moi, je vais commencer par un petit mot parce que je trouve les discussions étaient intéressantes et les points de vue de chacun. Et je voulais rebondir un peu sur la perception. Et moi, rappeler un peu ce que je trouvais important dans le biomimétisme, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle de biomimétisme? C'est aussi parce que il faut replacer dans le contexte dans lequel on se trouve. Et on se rend compte que nos modes de fonctionnement ne sont plus compatibles avec le monde du vivant. Et que, en cherchant une réponse, comment est-ce qu'on transitionne, nous, nos modes de fonctionnement, nos modes de production, nos modes de réflexion, nos modes d'innovation, vers des modes qui sont compatibles, on se tourne vers une réponse qui nous semble évidente, qui est finalement s'inspirer du monde du vivant. Et qu'il y a une dimension d'innovation, et on a entendu ça, qui est importante dans le biomimétisme, mais il ne faut pas oublier le pourquoi. Et que si on se concentre sur l'innovation pure, oui, on peut optimiser finalement l'échange de chaleur en travaillant sur des formes différentes d'échangeurs et autres, mais au final, si on travaille avec des techniques habituelles, avec des matériaux habituels ou des matériaux impactants, on ne va pas impacter la vraie transition. Et donc, c'était important, moi je pense, parce que la vraie dimension du biomimétisme, c'est ça, c'est comment on construit des solutions qui sont régénératives. Et je dis qu'il y a une simple question, dans les paramètres, dans les critères en fait, de réflexion, c'est est-ce que ce que je fais est compatible et au service en fait, de la biosphère ou pas? Et à partir de ce niveau-là, se posent énormément de questions à énormément de niveaux. Donc, on va redescendre. Oui, je peux trouver finalement dans le génome d'une plante une substance super intéressante, mais que je vais transformer dans un organisme modifié, que je vais relâcher dans l'environnement, qui va avoir un détriment. Ok, ça va. Je vais prévenir peut-être l'utilisation de pesticides qui aura un autre impact, mais je crée un autre problème. Donc, au final, la solution n'est pas compatible avec le vivant. Donc, c'est vraiment important de bien repositionner, moi je pense, le biomimétisme et la dynamique d'innovation du biomimétisme dans son objectif, qui est de dire, ok, on crée des solutions qui sont compatibles et qui sont au service du vivant. Et là-dedans, la multidisciplinarité est clé. On parlait finalement du langage différent, du fait que en cosmétique, on passe d'un modèle où on était avec des chimistes, on passe vers des biochimistes. C'est des langages, c'est des façons de parler différentes. D'inviter finalement autour des tables d'ingénieurs. Si on est sur de l'industrie traditionnelle, on va inviter des biologistes. Alors moi, je suis bien placé pour le savoir. On a des ingénieurs, des biologistes, des microbiologistes, des bioinformaticiens, des commerciaux, des gens du management dans notre équipe, dans une petite équipe. Et on parle tous des langues différentes. Et donc ça demande un effort, ça demande un accord. Et c'est là qu'est une première essence de la multidisciplinarité. Donc j'en profite, je suis un peu plus loin, désolé. Mais vient une deuxième couche et qui est extrêmement bien illustrée, je trouve, par Laurent. Je veux dire, on rentre dans la mode en application.
Quel est notre mode de fonctionnement? Quels sont les acteurs dans une société? Quels sont les acteurs dans un écosystème? Comment est-ce qu'on travaille avec ces écosystèmes, avec ces personnes-là? Et là, on a une autre forme de multidisciplinarité. Moi, je suis extrêmement content de la collaboration qu'on a avec L'Oréal. Ben voilà, exactement, c'est la même chose. On va chercher, on est un petit acteur, on apporte une forme d'expertise, on apporte un regard différent peut-être sur des problématiques. On accompagne des acteurs dans cette transition-là. C'est une autre forme de multidisciplinarité. Alors, donc voilà, moi je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je peux parler longtemps, mais le seul point que je trouve vraiment extrêmement important, c'est vraiment bien de resituer le pourquoi et en quel point finalement c'est un outil qui fait sens et d'être là sur de l'innovation, mais qui a un but, qui est vraiment là pour accompagner, et on le fait tous ensemble. Et par le tous ensemble, on est multidisciplinaire. Je rebondis rapidement là-dessus pour un message clé. À mes yeux, je pense qu'il faut qu'on fasse attention dans le domaine du biomimétisme à pas trop théoriser. J'ai mon côté un petit peu germanique, donc je vois aussi un peu le côté français. En France, on aime bien théoriser, on aime bien philosopher, etc. etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des inerties énormes dans le biomimétisme. Je vais juste vous poser une question. J'imagine que vous prenez assez souvent le train. Oui, en ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez dit, les échangeurs de chaleur, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on travaille sur des échangeurs de chaleur, parce qu'au final, si on optimise les échangeurs de chaleur pour optimiser les échangeurs de chaleur, ben, on n'arrive pas à faire de grandes notions du why, du pourquoi. Et ben, en fait, si on regarde précisément, votre consommation de train, donc votre propre impact carbone, peut-être pour venir à Paris ou pour aller en province, voir votre famille, etc., 50% de la consommation d'un train, c'est de l'électricité qui est due au système de climatisation et au système effectivement de dissipation d'énergie dans des systèmes embarqués qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont très chauds et où il faut effectivement climatiser, où il faut tempérer l'habitacle. Ben moi, je suis très content si effectivement mes ingénieurs ils améliorent de 20 ou 30% l'échange de chaleur d'un train, ça veut dire que j'ai amélioré de 20 ou 30% vos 50% de consommation carbone ou consommation d'électricité. Alors en France, ça ira puisqu'on est au nucléaire, donc forcément l'impact carbone d'un train, ça passe. Mais quand vous prenez le train en Allemagne ou quand vous prenez le train aux États-Unis, en Chine, etc., c'est important. Donc je pense qu'il faut surtout pas créer un prisme trop manichéen, blanc ou noir. Il y a des gens qui se posent des questions philosophiques et se disent pourquoi est-ce qu'on fait le biomimétisme? Forcément, quand on fait par exemple de la recherche fondamentale, c'est aussi un confort, c'est qu'on a le temps, on a l'argent pour pouvoir le faire. Moi, c'est pas mon cas et je peux pas non plus regarder dans l'autre sens, qui est de se dire écoutez, moi de mon côté, je vais faire du why et si mes clients sont pas d'accord avec ça, ça devient compliqué, je peux pas faire du biomimétisme. Donc en gros, je suis forcément, et c'est pour ça que je voulais juste apporter une nuance peut-être un peu provocatrice, j'en conviens, mais pour regarder un petit peu l'autre côté, c'est que en fait forcément, même en matière de biomimétisme, c'est toujours un peu gris, il y a des choses où on améliore incrémentalement, c'est sûr que c'est pas disruptif, ça va pas changer la donne, mais rien qu'un step, une intermédiaire comme ça qui permet de convaincre, ne serait-ce que sur 6 mois ou sur 1 an ou sur un projet en industriel, ça permet justement d'augmenter le niveau d'audace. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, je voulais apporter cette nuance, un petit message clé. Du coup, je rebondis aussi là-dessus parce que je trouve qu'en cosmétique, on ne fait pas de la pharma, je ne veux pas dénigrer la cosmétique, mais je trouve ça très important d'avoir un minimum d'impact environnemental et là les 20% presque ça suffit pas parce qu'on n'est pas dans une résolution de train etc. Donc le biomimétisme il a aussi cette vision là d'avoir un minimum d'impact, de ne pas créer de déchets etc. Et ça c'est pour moi vraiment le plus important dans cette méthodologie là qu'on met en place en interne et dans tous les secteurs chez nos concurrents aussi partout. C'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place et c'est vraiment la pierre la plus importante pour moi. Et ensuite, évidemment, l'ouverture, la curiosité, la compréhension du vivant, et ça, c'est sans fin. Donc là-dessus aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, pour aller vite. Laurent, tu peux rajouter un... Donc moi, je voulais rajouter un mot, peut-être en termes de conclusion, pour moi, en tout cas, de manière très très personnelle. Pour moi, je pense que le biomimétisme ou le développement du biomimétisme et l'intérêt du biomimétisme pour innover de manière un petit peu différente, comme ça a été dit, en repositionnant la biologie, le vivant comme étant, encore une fois, je dirais la force motrice et puis le vecteur à travers lequel il faut regarder l'innovation.
c'est bien évidemment pour moi les futures générations. Clairement, on voit dans les jeunes générations, quand je parle de jeunes générations, pour moi, j'en discute souvent, c'est surtout au niveau des lycées, des collèges et des lycées, donc je peux être amené à intervenir. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser l'importance du vivant et de recentrer l'humain au cœur du vivant. Ce qu'on a oublié la plupart du temps, c'est qu'on fait partie d'un écosystème. On n'est pas en dehors d'un écosystème et chaque action que l'on peut avoir a un impact sur cet écosystème-là. Et donc repositionner nos actions et donc bien sensibiliser le fait des jeunes générations ou des futures générations et les former à tous les enjeux qu'on vient de décrire à différents niveaux, oui, que ce soit industriel, que ce soit au niveau d'accompagnement de la transition, des différentes transitions. Et donc c'est de repositionner le biomimétisme et donc la biologie, intrinsèquement la biologie, comme étant une des sciences fondamentales de nos générations futures. Et ça, malheureusement, je n'ai pas le sentiment que ce soit des orientations que l'on prenne, les orientations stratégiques. On nous parle beaucoup d'autres disciplines, mais je pense qu'il faut repositionner la biologie. Mais ce n'est pas simple, parce que ça a été dit, la biologie va utiliser un vocabulaire bien spécifique qui n'est pas utilisé par les autres matières, même les autres matières scientifiques. Pour discuter avec des biologistes, en tant que chimiste, il faut du temps. Pour discuter avec des sociologues, il faut du temps. Alors, on n'a pas autant de temps que tu penses, hein, mais malheureusement, ni d'argent. Mais en fait, c'est ça qui est important. Pensez, si vous avez des gens autour de vous, à les sensibiliser à la biologie, au vivant. Merci Laurent, merci à tous les quatre pour vos témoignages très précieux. Voilà, c'est déjà la fin de cette table ronde. On espère, pour ceux qui sont déjà convaincus par le biomimétisme, que la table ronde et l'écosystème en général de Biomime Expo va permettre de catalyser vos projets et peut-être aussi de créer des passerelles entre disciplines, voire d'apporter des nouveaux clients aussi. Et pour les autres, eh bien, nous espérons vous avoir donné envie sur le biomimétisme et peut-être quelques idées de projets à démarrer. Merci à tous.